Dans la région, avant, il y avait passablement d'entreprises. Il y avait par exemple Périllard qui travaillait avec mon grand-père. Il y avait Osterley sur Asnières. Il y avait Demont qui était vers Monidée. Il y en avait encore un ou deux vers Chenbourg. Et puis, c'est la génération de mes parents qui n'ont pas repris les entreprises déjà par manque de rentabilité et d'avenir. Vous vous souvenez peut-être de Quentin Weidely. Il dirige Jousson-Fleur avec sa sœur Julie depuis 10 ans. À bon entendeur l'avait suivi pendant la crise du Covid, alors qu'il réinventait son activité en plein confinement. À l'autre bout du canton, on découvre une autre entreprise horticole. Autrefois, c'était la spécialité de l'agriculture genevoise. Des horticulteurs qui puissent vendre sur le marché et qui produisent également comme nous en gros, on n'est plus que 4 à 5. Je dis pourquoi 4 à 5 parce qu'il y en a qui ont des difficultés très clairement aujourd'hui. Donc l'horticulture a été sacrifiée dans l'agriculture suisse. Oui, il ne faut pas avoir peur du terme. Et la preuve, c'est que 80% de la production suisse a disparu dans l'espace des 10 dernières années. Milo Fleurs et les magasins Fleuriot, que dirige Charles Milo, c'est un autre survivant d'une horticulture genevoise autrefois florissante. Une affaire de famille, comme la plupart des exploitations agricoles en Suisse. C'est depuis les années 30 qu'on cultive des fleurs à Genève. Mon arrière-arrière-grand-père avait commencé à cultiver des roses et différentes choses pour des fleuristes. Et puis par la suite, mon grand-père a repris l'exploitation au chemin des Papillons à Meyrin, donc là où se trouvent les hangars de l'aéroport. L'entreprise a pris beaucoup d'essor dans les années, fin des années 70-80, et ceci jusque dans les années 2000, où là, l'ouverture des frontières nous a confrontés avec des prix européens très bas. Donc là, on est sur un marché libre, mais un marché libre qui n'est pas européen, c'est un marché libre mondial. C'est-à-dire qu'on peut très bien importer des roses sans droit de douane. On a privilégié, je dirais, les autres secteurs comme les pommes de terre et le lait, tout simplement au détriment de l'horticulture. C'est ce que Charles Milo appelle le sacrifice de l'horticulture. Une ouverture en quelques années du marché suisse aux fleurs d'importation qui laisse les exploitations sans soutien. La floriculture est un des seuls secteurs agricoles qui ne bénéficie pas de subventions ni de quotas. Nous avons cherché des chiffres précis de cet effondrement de la floriculture suisse, mais aucun office n'a pris la peine de le documenter, pas même la fêtière des horticulteurs. Reste un constat parlant. Dans notre pays, 80% des fleurs sont vendues en supermarché et à peine 2% d'entre elles sont suisses. Elles ont un défaut, c'est leur prix. Exemple avec un tournesol chez Quentin Weidely. 1 franc serait, disons, sorti de champ pour quelqu'un qui m'en achète des grosses quantités et puis qui ne demande pas de travail de détail. C'est le prix qu'il nous faudrait aujourd'hui pour arriver à réinvestir. Je pense qu'il faudrait 1 franc la fleur. Et puis, c'est pas des prix qui sont concurrentiels par rapport à l'étranger. La Migros vous donnera 1 franc le tournesol et vendra le tournesol français 50 centimes. Ça veut dire que les vôtres vont rester? Les nôtres vont se vendre beaucoup plus difficilement, donc la quantité ne sera pas suffisante pour être rentable. Avec des exploitations relativement petites et des coûts de production très élevés, les floriculteurs suisses doivent miser sur quelques fleurs en particulier. Voilà, là vous avez les hortensias, qui pour nous est la culture du futur. Tout simplement parce qu'il est intransportable et il coûte très cher. Alors tout simplement par rapport à son volume, quand vous la mettez dans un chariot pour la faire venir de la Hollande, ça prend tellement de place, de par la longueur et la grandeur, que ça coûte à peu près 1 euro la pièce. Ce qui fait que nous, ça nous donne un avantage économique de le faire ici à Genève. Du coup, ça va être la majorité de vos cultures, là? Alors effectivement, sur le global, ça va représenter à peu près 1/4 de notre production. On fait également des pivoines, on fait également des alstromeria, on fait aussi du cala. Mais effectivement, c'est une culture qui va être très importante pour nous. Milo et compagnie, c'est aussi un commerce de fleurs très spécialisé avec 6 boutiques Fleuriot dans la région genevoise.
Ici, on offre une grande diversité de fleurs cultivées à l'étranger pour la plupart, de quoi dépenser sans compter. On a des clients qui achètent très bien pour 10 francs comme pour 10 000 francs de fleurs. Donc on a une diversité de clients. Je dirais que la majorité des clients viennent pour le service, mais ils viennent également pour la qualité des fleurs, parce que c'est des fleurs qui durent. Pourquoi? Parce qu'on achète aussi directement à des producteurs en évitant des intermédiaires, ce qui fait que la fleur est plus fraîche. Alors sur votre site internet, j'ai vu une brassée de 100 roses pour 1 300 francs. C'est un bouquet que vous vendez régulièrement? Alors régulièrement, ça serait abusé, mais ça nous arrive, oui, une fois par mois, d'avoir des quantités pareilles, voire même plus, pour des clients qui veulent vraiment marquer le coup, soit avec une dame, soit avec d'autres événements, mais oui, ça arrive. Des montants qui restent exceptionnels. La plupart des bouquets sont vendus à un prix tout à fait raisonnable. Donc là, on a une production de Godessia qui vient de Genève, qui est labellisée Genève Terre Avenir. Nous avons également des lys qui sont produits par un producteur genevois. Quelle part de production suisse ou genevoise dans l'assortiment de fleurs? Alors sur la moyenne annuelle, on parle d'environ 5%. Et nous, chez Florio, l'été, quand il y a une bonne production, à partir, je dirais, du mois de mai, juin, on a des fois jusqu'à 30% de notre offre en produits genevois. À Yvorne, dans le Chablais vaudois, voilà le dernier grand floriculteur suisse, Cruz à fleurs. Des serres et des terrains à ciel ouvert où poussent 100 variétés de fleurs différentes, dont les dernières roses de Suisse romande, très appréciées des fleuristes. Mais une activité gagne en importance dans cette entreprise, c'est Romandiflore, la bourse aux fleurs. Au petit matin, le quartier dort encore. Dans la bourse aux fleurs de Dange, près de Morges, on ne chôme pas pour installer la commande du jour qui vient d'arriver après un voyage nocturne depuis la Hollande. Tout doit être en place à 7 heures quand les premiers fleuristes vont pousser la porte. Rachel Fluman, c'est la directrice et la fée clochette de la bourse aux fleurs. Elle apporte un service énergique et personnalisé à l'écoute de ses clients. Moi, j'aime bien les couleurs, donc c'est vrai que j'achète beaucoup tout ce qui est coloré, selon la demande des clients, bien sûr, et des commandes. J'essaie principalement d'acheter les fleurs suisses, ce qui est possible par rapport aux saisons. Moi, j'aime bien voir, j'aime bien choisir, ce qui n'est pas toujours possible si on achète en direct sur Internet. Donc en fait, vous vous basez sur le pré-choix qui est fait par Rachel ou... Exactement, qui fait son pré-choix en fonction des fleuristes qui achètent. Okay. Parce qu'elle nous connaît très bien et puis elle a toujours un choix qu'elle sait que nous on prendra ou pas. Cette bourse aux fleurs, c'est aussi le moyen de rendre visible la production de petits producteurs suisses qui est trop marginale pour intéresser la grande distribution. Je pense qu'il y a un intérêt pour la fleur suisse, pour autant que la qualité et le prix correspondent, bien sûr. On voit que le local est vraiment dans l'air du temps et puis va dans une certaine logique aussi écologique. Il faut qu'on développe une plateforme où chacun peut proposer ses fleurs. Donc chaque horticulteur a ses débouchés, mais s'il a plus de production, souvent il se retrouve vite face à un mur parce que son débouché ne peut pas absorber plus qu'une certaine quantité de fleurs. Donc l'idée, c'est vraiment de transmettre l'information comme quoi tel ou tel a des fleurs à disposition. Cette demande de fleurs locales se manifeste depuis 2 ou 3 ans, mais elle reste marginale. Une goutte d'eau dans l'océan du marché mondialisé de la fleur coupée. Changeons de dimension pour aller là où ça se passe, dans la plus grande bourse aux fleurs du monde, à Aalsmeer, près d'Amsterdam. Historiquement, c'est ici, aux Pays-Bas, que poussaient les fleurs, mais ces 20 dernières années, la production hollandaise a été divisée par 4. Aujourd'hui, les fleurs viennent principalement d'Afrique de l'Est et d'Amérique du Sud, avant de repartir en camion vers les pays européens. Vous êtes prêts ? On y va alors. Jan de Boer nous guide dans l'immense bâtiment de Flora Holland.
Depuis 40 ans, il dirige Barentzen, un grossiste qui travaille avec de nombreux fleuristes en Suisse. La journée commence à l'aube par les enchères à distance. Les opérateurs ont quelques secondes pour décider ou non d'acheter un lot de fleurs au meilleur prix possible. En un clic, le marché est conclu. Ah, les prix ne sont pas géniaux, hein? The white carnation or Expensive. Yeah. C'est cher, il n'y a pas assez. J'étais hier en Espagne et on m'a dit qu'on n'a pas planté assez de variétés de fleurs blanches. C'est à cause du marché coréen qui paye un prix très élevé pour les variétés colorées. Alors on a moins planté de fleurs blanches. C'est un marché globalisé et on le voit immédiatement. Le prix des variétés blanches est très élevé et les autres sont moins chers. Et justement, en ce mois de juin, la demande de fleurs blanches est au plus haut. C'est la saison des mariages en Europe, ce qui n'empêche pas qu'on échange aussi des valeurs sûres, les roses et surtout les roses rouges, de véritables stars. Hey, monsieur Rob, bonjour. Bonjour. Les roses, ça va? With the rose Red Naomi. La rose Reine Naomi, c'est toujours la plus importante parce que c'est la rose de l'amour. Important, because it's the rose of love. Ça, c'est toujours une chose ici à question offre et demande. Par exemple, quand il y a beaucoup d'offres, il ne faut pas être trop stressé parce qu'il sort toujours. Mais quand il y a peut-être seulement une partie et tu as vraiment besoin d'une ou deux bacs ou une chariot, alors là, tu vas être plus vite et tu payes un prix plus haut. Pour se rendre compte de l'importance des volumes échangés, il faut lâcher l'écran et se rendre dans la gigantesque halle où les fleurs s'échangent physiquement. Les lots sont répartis en fonction des ordres d'achat dans un étrange balai de chariots automatisés. Chaque matin, une vingtaine de millions de fleurs sont ainsi échangées 6 jours sur 7. C'est quelle proportion de fleurs hollandaises ici à la bourse? Dans l'été, on peut dire 60%, peut-être 55%. Et dans l'hiver, c'est 30%, 40% hollandais et le reste d'autres pays. En général, on peut dire en Europe, on produit toujours moins. Et en Afrique, on produit un peu plus, aussi dans l'Amérique du Sud. Alors il y a dans le futur probablement encore moins de production locale. Salaire, climat, prix de l'énergie, protection de l'environnement, tout pousse à la délocalisation des cultures de fleurs vers des pays de plus en plus lointains. Celle qui incarne tous ces enjeux, évidemment, c'est elle, la rose ou la fleur qui danse sur le temps, comme le chantait Gilbert Bécaud. On part sur ses traces jusqu'aux confins de l'Afrique, entre la délicatesse de ses pétales et la rudesse de son marché. Nous revenons à Yvorne, dans les serres de roses de Cruz à fleurs. Pas facile de lutter contre les insectes qui s'attaquent à cette fleur délicate. Au mois de mars, on a eu 3 semaines qui étaient exceptionnellement chaudes et sèches. Et là, on a complètement perdu la maîtrise de la culture et on a perdu toute la culture à la fête des mers. Ça se chiffre entre 30 et 50 000 francs à peu près. Le responsable de cette perte, c'est le thrips, l'ennemi public numéro 1 de la floriculture. Un insecte minuscule, particulièrement nuisible pour les roses cultivées en serre. Jean-Marc Crouzat s'obstine pourtant à vouloir en produire en Suisse. Alors le thrips, c'est une toute petite guêpe qui va s'installer dans la fleur, dans le bouton, quand la rose est encore bien fermée, et qui va commencer à piquer. Donc là, on a des petites piqûres de thrips. Et du coup, soit la rose va passer en deuxième choix, ou si elle est trop piquée, elle sera complètement perdue. Il y a 20 ans ou il y a 30 ans, on avait des produits chimiques qui permettaient de tout nettoyer avec un traitement. Ces produits ont étaient aussi dangereux pour la santé, donc ont été interdits depuis longtemps. Aujourd'hui, pour lutter contre le thrips en Suisse, on utilise des insectes prédateurs qui l'empêchent de se développer. On appelle cela des auxiliaires.
Le problème, c'est qu'en fonction des conditions météo, par exemple, là, au mois de mai, il y a eu un épisode très très chaud, le TRIPS va se développer beaucoup plus vite que l'auxiliaire. Et du coup, on n'arrive pas à maîtriser le TRIPS. Et à ce moment-là, on aura recours à des produits de synthèse. Mais le gros problème, c'est que ces dernières années, tous les produits de synthèse qui étaient vraiment efficaces contre le TRIPS ont été interdits, que ce soit en Europe ou en Suisse. Donc, ils ont été retirés du marché. Il y a de nouveaux produits qui sont apparus sur le marché européen, mais qui n'ont pas été autorisés en Suisse. Donc, aujourd'hui, on se retrouve un peu sans munitions contre ce TRIPS. Cet automne, Jean-Marc Crouzat essaiera encore de cultiver ses roses suisses. Mais à l'autre bout du lac, son principal concurrent vient de prendre la décision d'abandonner. Voilà le résultat. Après 2 ans d'essais, on a fait des essais avec des produits bio. Et puis il se trouve que cette année, on a pris la décision d'arrêter les roses. Tout simplement parce qu'il n'y a plus de produits sanitaires qui permettent de lutter contre le TRIPS. Alors c'est un crève-cœur, évidemment. Ce qui est triste, c'est que la rose a disparu du canton de Genève, surtout une rose qui était parfumée. Mais malheureusement, aujourd'hui, on n'a plus de moyens. C'est le paradoxe. On interdit l'usage de pesticides aux floriculteurs suisses, mais on importe librement des fleurs étrangères sans se préoccuper de ce qu'elles contiennent. Retour devant la bourse aux fleurs d'Aalsmeer où nous avons rendez-vous avec une militante de l'ONG Pesticide Action Network qui lutte contre l'abus de produits phytosanitaires dans l'agriculture. Nous sommes champions d'Europe de l'utilisation de pesticides, avec une moyenne de 8 kg par hectare. Mais dans la culture des fleurs, c'est beaucoup plus. Pour les lys, environ 120 kg par hectare et 40 kg pour les tulipes. C'est beaucoup et cela s'explique parce que la plupart des fleurs poussent dans des serres. Des chiffres qui sont valables pour les fleurs cultivées aux Pays-Bas, mais de plus en plus souvent, les fleurs vendues sur le marché mondialisé proviennent de pays tropicaux. Par exemple, on importe beaucoup de roses d'Éthiopie et du Kenya. Et les pesticides qui ont été interdits dans l'Union européenne depuis des années sont toujours autorisés en Afrique ou encore en Colombie. L'Éthiopie interdit seulement 12 pesticides, alors que l'Union européenne en interdit 270. Et la situation n'est pas meilleure au Kenya, premier fournisseur de roses des supermarchés suisses. Plus de 200 fermes de roses sont situées sur les hauts plateaux, dont environ 70 se concentrent autour du lac Naivasha. Une production en forte croissance dont les nuisances inquiètent la population locale et font réagir Greenpeace Afrique. Cette pétition demande l'interdiction de produits chimiques toxiques pour la santé et l'environnement. Les signatures ont été transmises en novembre 2021 à une députée kenyane, l'honorable Gladys Sholei. La démarche vise à interdire 77 produits phytosanitaires dont l'Europe a déjà abandonné l'utilisation. Ces ingrédients actifs ont été retirés du marché en raison de leur impact potentiel sur la santé, l'environnement, les micro-organismes, la vie aquatique, etc. Mais ces pesticides sont toujours utilisés au Kenya. Avec ses hauts plateaux en zone tropicale, le Kenya jouit toute l'année d'un climat constant, idéal pour la culture de la rose. Après des semaines de discussions et de nombreux refus, une de ces fermes nous a finalement ouvert ses portes, c'est Baraka Rose. Avec 36 hectares à 2250 mètres d'altitude, elle produit depuis 2011 des roses de qualité destinées à l'exportation. Et pour satisfaire aux exigences, les roses n'ont droit à aucun défaut. Tous les jours, nous vérifions les fleurs et si elles ont le moindre problème, nous pulvérisons des produits pour qu'elles reviennent à la normale. Les cueilleurs parcourent chaque rangée chaque jour.
Tous les jours, il vérifie s'il y a des choses anormales et il les corrige. Et pour arriver à un tel résultat, il n'y a pas de mystère. Il faut évidemment utiliser des pesticides. Le directeur ne s'en cache pas. Ici, ce sont des insecticides. Ici aussi, des insecticides. Et là, des fongicides. Tous les produits chimiques ici sont de classe 2, 3 et 4. Nous n'utilisons aucun produit chimique de classe 1 dont l'utilisation est très encadrée. Certains sont totalement interdits. Nous suivons les règles, nous n'avons rien à cacher. Une industrie qui utilise des pesticides interdits en Suisse, mais aussi beaucoup de main-d'œuvre. Cette ferme emploie environ 500 personnes pour un salaire mensuel moyen de 75 francs. En moyenne, une rose est vendue 20 centimes pièce. Elle va ensuite parcourir 6000 km. Ce n'est pas un travail facile. Ils doivent rester debout 8 heures sans s'asseoir. Mais on les entraîne, ils s'y habituent. Ils ont droit à un salaire de base pour effectuer leur travail. Mais nous avons aussi des objectifs. S'ils dépassent leur objectif, ils ont droit à des bonus. Une industrie de la rose qui a connu une très forte augmentation ces 10 dernières années, entraînant des conséquences négatives. L'impact de ces roses sur le peuple kényan et sur l'eau du lac Naivasha est mauvais. L'agence gouvernementale de l'environnement a déconseillé à la population de manger les poissons du lac Naivasha parce que ces poissons sont pollués. Le lac Naivasha est un lac d'eau douce qui souffre de nombreux problèmes. Les rejets de pesticides ne sont pas la seule cause de pollution, mais ils sont majoritaires dans cette région où l'on cultive beaucoup de fleurs. Certaines fermes de roses kenyanes sont labellisées Fairtrade Max Havelaar. Chez Coop, c'est même 98% des roses vendues qui affichent ce label. Nous souhaitions vous montrer en quoi leurs pratiques diffèrent de celles des autres fermes, mais toutes nos demandes de tournage ont été refusées. Ni Max Havelaar Suisse ni la Coop n'ont jugé utile de nous aider à ouvrir les portes. Vous êtes donc priés de croire sur parole leur communication pleine de travailleurs épanouis et de roses respectueuses de l'environnement. Les roseraies certifiées Fairtrade doivent respecter des règles strictes. Afin de préserver le biotope du lac, les plantations certifiées Fairtrade doivent renoncer aux pesticides toxiques. Vu du Kenya, pourtant, la situation semble nettement moins rose. Les entreprises qui exportent des fleurs gagnent beaucoup d'argent. Et c'est triste de voir que les gens se tuent en utilisant des pesticides toxiques. Leur qualité de vie se détériore. Ça montre bien le manque de considération pour le bien-être et la santé du peuple kényan, en particulier des travailleurs qui ont utilisé des pesticides. Qu'elles soient Fairtrade ou non, les roses ne se mangent pas. Elles ne subissent donc aucun contrôle de pesticides à leur arrivée sur le sol européen. On conseillera donc une précaution toute simple aux consommateurs. Je pense qu'on ne devrait pas les jeter dans un compost qu'on réutilise. Beaucoup de pesticides sont très persistants. Il leur faut parfois des années pour se décomposer en d'autres substances dont on n'a pas testé l'effet sur l'environnement. Ce sont des substances qu'on ne voudrait pas retrouver dans son jardin. Alors, quels sont les pesticides que l'on retrouve dans nos fleurs? Vous allez nous raconter tout cela, Stéphane Fontanet. Bonsoir. Bonsoir, Linda. Qu'est-ce que vous êtes allé chercher exactement? Alors, on est allé en Suisse romande. On est allé dans 11 magasins et stations-service. On a acheté des bouquets tout faits de roses ou de fleurs mélangées.
Et quelle est votre appréciation globale au niveau des pesticides qui se trouvent dans ces bouquets? Sur 11 bouquets, il y en a 10 qui contiennent des pesticides et sur ces 10, il y en a 9 qui contiennent des pesticides qui ne sont pas autorisés pour la culture en Suisse. Oui, c'est quand même significatif. On va commencer par le seul dans lequel le laboratoire n'a rien trouvé du tout. Oui, dans un bouquet bio, le sol que nous avons acheté à la COP, une production suisse, ce qui n'est pas le cas pour les autres bouquets. Oui, parce qu'après ça, c'est le festival. Un festival qui commence avec 7 pesticides dans des tournesols Landi, des pesticides tous autorisés chez nous, c'est le seul. Tous les autres bouquets contiennent des substances interdites. Ensuite, on a 10 pesticides chez Agrola, dont un non autorisé en Suisse, l'iprodione, et un autre qui fait l'objet aussi d'une interdiction en Suisse, le chlorothalonil. Le producteur de cette substance a fait recours à contre la décision de la Confédération. 11 pesticides ensuite pour ces roses Lidl, dont un non autorisé. Ensuite, on trouvera d'autres pesticides, 13 pesticides pour des roses labellisées Max Havelaar. On a une série de produits Max Havelaar qui contiennent des pesticides. Un chez Aldi, avec un pesticide non autorisé. 17 pesticides ensuite, dont 2 non autorisés, toujours pour le label Fairtrade à la COP. 17 dont 2 interdits pour un bouquet toujours Max Havelaar acheté à la Migros. Oui, point tout à fait intéressant que ces pesticides interdits dans des bouquets labellisés Max Havelaar. On entendra d'ailleurs tout à l'heure la responsable des fleurs Max Havelaar pour en parler. Mais avant ça, on poursuit notre classement avec un bouquet qui vient du Kenya. Oui. On monte à 19 pesticides, dont un non autorisé dans des roses jaunes achetées dans une station-service Tamoil, puis 19 dont 2 non autorisés dans des œillets achetés cette fois à la Migros. On saute ensuite à 21 pesticides, dont 5 interdits dans un bouquet mélangé d'une station BP. Et le bouquet final, si j'ose dire, vous l'avez trouvé à Genève. Oui, on l'a acheté chez Manor, dans la boutique Fleurio, un très beau bouquet de roses variées qui contient malheureusement 38 pesticides, dont 8 non autorisés en Suisse. 38 pesticides, effectivement, c'est assez impressionnant comme chiffre. On va en parler justement avec vous, Charles Milot. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous rejoindre. Alors, ce bouquet, vous avez vu dans le reportage tout à l'heure, ce bouquet avec 38 pesticides, en fait, c'est vous qui le vendez chez Manor. Comment est-ce qu'on explique une présence aussi importante de pesticides? Alors, tout simplement parce qu'il s'agit d'un bouquet où il y a des fleurs mélangées qui viennent de plusieurs parties du monde. Et effectivement, selon les techniques que vous avez vues pendant l'émission, vous pouvez, dans un pays, utiliser certains pesticides. Et du fait que vous avez fait une analyse globale sur le bouquet, on se retrouve avec énormément de pesticides. Alors c'est tout le paradoxe. On a bien compris que vous aviez renoncé à la culture des fleurs parce que vous ne pouviez plus utiliser certains pesticides. Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui de vous retrouver à vendre des fleurs importées qui, elles, sont pleines, sont riches de ces pesticides? Alors tout d'abord, j'ai été très surpris par le nombre, évidemment, puisque le fait d'avoir un cocktail de fleurs fait que vous avez aussi un cocktail de produits. Fleurio a toujours voulu vendre des fleurs européennes et d'abord des Suisses avant tout, jusqu'à l'arrêt effectivement de notre production. Et on va faire très attention dans le futur pour effectivement regarder cet aspect-là, même si c'est très compliqué, et vous l'avez vu par vous-même, de faire des analyses des fleurs. Vous allez être plus regardant donc à l'avenir. Tout à fait, et surtout sur l'origine, de passer en Europe avec des produits, on va dire, qui sont aussi homologués en Suisse. Merci beaucoup, Charles Milot. Stéphane, est-ce que vous avez eu d'autres réactions de la part des vendeurs de ces bouquets? Oui, alors la plupart disent vouloir prendre contact avec leurs fournisseurs. Plus précisément, Coop et Aldi précisent que leurs fleurs répondent aux normes des pays de production. La société Florgan, qui fournit Agrola, précise n'avoir aucune influence sur le type de pesticides utilisés, les fleurs étant fournies par un grossiste hollandais qui lui-même se fournit ailleurs dans le monde. Oui, un certain manque de traçabilité. Oui. Donc, merci beaucoup à vous deux, messieurs, et très bonne soirée. Avec plaisir. Et le plus surprenant dans ce test, c'est peut-être d'avoir trouvé autant de pesticides dans les fleurs Max Havelaar. On va en parler en allemand et depuis le Tessin, c'est le charme de la Suisse, avec la responsable du secteur chez Max Havelaar précisément. Bonsoir Mélanie Dur. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Pour commencer peut-être, dans le reportage, on a vu cette publicité TV de Max Havelaar qui nous dit que les plantations certifiées Fairtrade doivent renoncer aux pesticides toxiques.
Visiblement, ce n'est pas le cas. J'aimerais souligner ici qu'il y a peu de produits phytosanitaires qui sont interdits sur la liste suisse, mais qui sont autorisés d'après notre propre liste. Et comme vous l'avez montré, au Kenya, l'utilisation de ces substances dans les cultures est légale. Tout comme il est légal d'importer des fleurs qui ont été traitées avec ces substances dans l'Union européenne, puisque les fleurs ne sont pas des denrées alimentaires. Un exemple, peut-être pour être très concret. La Confédération a décidé d'interdire l'indoxacarbe pour des raisons de protection de l'être humain, de l'animal et de l'environnement. Pourquoi continuer à utiliser ce genre de produit en Afrique? C'est évidemment aussi ce qui me préoccupe. La principale raison pour laquelle ces produits sont interdits en Suisse, alors qu'ils sont encore autorisés sur notre liste, c'est que beaucoup de ces substances n'ont été interdites que récemment en Suisse et dans l'Union européenne. Nous retravaillons notre liste régulièrement. La prochaine révision est prévue l'année prochaine et nous allons précisément tenir compte de ces substances dans notre révision. Parce que c'est une préoccupation pour nous de prendre en compte les règlements de l'Union européenne et de la Suisse, en plus de tous les autres éléments qu'il faut intégrer. Ça veut dire que vous allez retirer ces produits de votre liste? Exactement. L'engagement du Fairtrade, ce sont des cultures préservant l'environnement, la protection des ressources naturelles et l'interdiction d'utiliser des pesticides dangereux. Au niveau des fleurs, on y est? C'est une bonne question et je crois qu'il est important de mentionner ici que les fleurs attaquées par des parasites ne passent pas les contrôles douaniers européens. Il suffit d'un parasite pour que toute la livraison soit renvoyée et ça entraîne un risque financier énorme pour les fermes. Et en plus, nous, les consommateurs, nous n'achetons malheureusement pas de fleurs avec des taches et des trous. Mais en un mot, est-ce que vous avez l'impression de tenir votre engagement? Nous faisons tout ce qui est possible, étant donné la situation actuelle et selon les règles en vigueur sur place, à l'importation et sur les marchés. Merci beaucoup Mélanie Dur d'avoir répondu à nos questions et très bonne soirée à vous du côté du Tessin. Et pour ponctuer ce chapitre sur les fleurs, la parole à notre chroniqueur Benjamin Descoster. Et attention, telle la rose, ça pique. Quand on veut se faire pardonner de quelque chose, on peut avouer ses torts et s'excuser. Ou alors, en bon Suisse qui aime enfouir leurs émotions sous une grosse couche de passif agressif, on peut s'offrir des fleurs. Alors oui, vous vous dites que c'est un peu cynique. Et c'est vrai que c'est pas que quand on doit se faire pardonner des trucs qu'on s'offre des fleurs. Des fois, c'est aussi pour baiser. Oh, ça sent le cul. Bon, alors moi, ça n'a jamais marché, mais je crois pas que c'est les fleurs le problème. Non mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir les fleurs, ça rappelle la nature. Si on y pense, c'est surtout des organismes morts qu'on congèle au Kenya pour les foutre dans un avion jusqu'aux Pays-Bas, qu'on fait relivrer ici par camion, conduit par un type sous-payé. Elle est belle la nature. Plein de moustiques. Oui, parce qu'il faut savoir que les fleurs qu'on s'offre maintenant, elles n'existaient pas avant. Elles ont été obtenues par des croisements et des sélections d'espèces. C'est un peu comme les visages des stars américaines. On a l'impression que c'est naturel, mais en fait, il y a une intervention humaine. Ça, c'est ce qui permet aux fourmis de regarder la télé par satellite, en fait. En plus, il y a pas mal de pesticides dans les fleurs qu'on s'achète. Donc après, tu dois acheter d'autres fleurs pour t'excuser du cancer causé par les premières fleurs que tu as achetées. L'avantage, c'est que tu peux peut-être les réutiliser pour l'enterrement, suivant le cancer. C'est le bouquet. Alors, les pesticides, il y en a un peu, beaucoup. Non, parce que si le but, c'est de se refiler des cadeaux empoisonnés, on peut aussi s'offrir du Cénovis, des billets pour du théâtre contemporain ou un week-end dans la broie. Et ça reste moins cher qu'un bouquet. Tu sais pourquoi c'est pas bon? Que quand on les mange, on dit « ben ». Parce qu'en plus, ça coûte une blinde. Et après, t'es même pas sûr de baiser. Mais on continue à acheter des fleurs, parce que c'est joli quand même. Plus joli que les noms d'ailleurs. Marguerite, violette, capucine, rose. On sait pas si c'est un bouquet ou les joueuses d'une partie de chibre en EMS. Je crois que le plus simple, c'est d'être quelqu'un de bien directement. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'acheter des bouquets. Et puis, ça aide si vous voulez pouvoir butiner. Ouais, j'allais quand même pas finir la chronique sur le mot baiser. Et pourtant, butiner, c'était un peu moins cru. Tout autre chose maintenant, puisque nous allons plonger dans les arcanes de la vente par Internet pour comprendre comment les sites sont conçus pour influencer nos comportements et nous pousser à acheter.
La Fédération romande des consommateurs et Public Eye ont mené une étude que nous vous livrons en primeur ce soir. Petit tour dans l'univers des dark patterns avec Charles Reinman. J'ai envie de faire du chocho, mais j'ai la flemme de faire les boutiques. La musique, les différences de température, porter les sacs, ouais, il y a plus confortable. Alors oui, je vais faire du shopping, mais en ligne, au calme, posé. On n'est pas bien là? Eh ben t'es là aussi. Vous ne le connaissez pas? Lui, c'est Dark Pattern. Il m'accompagne dans tous mes achats sur Internet. Certains disent qu'il facilite ma vie de consommateur, d'autres qu'il m'influence, voire me manipule. Littéralement en français, Dark Pattern, ça veut dire motif sombre. Mais dans le cas du shopping en ligne, on pourrait le traduire par un ensemble de mécanismes qui influencent le consommateur dans ses actions. Vous voulez quelques exemples de dark patterns, je vais vous en donner quelques-uns. Voyez, pour nous pousser à acheter plus, certains sites proposent des réductions, voilà, 20% de réduction des 2 articles. Il y a également les frais de livraison qui sont gratuits à partir de 29 € d'achat. Les promotions, voilà, attention, il ne reste plus que 13h49, dépêchez-vous. Tout ça pour créer un sentiment d'urgence et nous pousser à passer à la caisse. Des dark patterns, il y en a aussi pour pomper nos données. Un classique, c'est le bouton « Accepter les cookies ». Vous voyez, il est bien mis en évidence, il est jaune, tandis que le « Continuer sans consentement » est beaucoup plus discrètement relégué en haut à droite dans une police beaucoup plus terne. Et enfin, il y a des sites qui nous poussent à créer un compte et sans la création de ce compte, on ne peut pas accéder au panier ou au paiement. Et dans beaucoup de sites, on peut s'inscrire en 3 clics. Par contre, allez-y pour se désinscrire, pour supprimer son compte. Les dark patterns sont très appréciés des boutiques en ligne et des publicitaires. Mais chez les partisans d'une consommation sobre et responsable, comme l'ONG Public Eye, les dark patterns, c'est le côté obscur de la force. Je pense que les dark patterns, c'est un problème sous différents angles. Le premier, c'est la protection des consommateurs et de leur sphère privée, parce qu'on voit qu'on incite les gens à partager plus de données, on voit qu'on intervient, qu'on influence leur choix individuel de manière très insidieuse, trompeuse. Et puis l'autre angle qui est aussi essentiel, c'est la question de la surconsommation. Parce que finalement, ces dark patterns, c'est l'accélérateur de la mode éphémère, de la fast fashion. Et le but, c'est d'inciter les gens à acheter plus de manière impulsive et compulsive. Et ça va à l'encontre de tous les efforts qu'on peut et qu'on doit faire pour limiter la surconsommation et le gaspillage. Parce que la fast fashion, industrie la 2e plus polluante au monde, et aussi avec des conséquences sociales énormes. Alors avec la FRC, Public Eye a réalisé une étude. Ils ont recensé les dark patterns sur des boutiques en ligne de vêtements. Ce qu'on a voulu voir, c'est dans quelle mesure les consommateurs, consommatrices suisses étaient exposés aux dark patterns. Pour ça, on a trouvé une équipe de volontaires qui ont écumé quelque part 15 plateformes, détaillants ou marques qui sont connues en Suisse pour voir dans quelle mesure ces dark patterns étaient évalués. On en a sélectionné 20 qui sont parmi les plus courantes. Ce qu'on a vu, c'est que cette utilisation de ces formes de manipulation, elle est omniprésente, mais quand même avec des différences assez considérables entre les plateformes. Voici le classement établi par Public Eye et la FRC. On commence avec les boutiques en ligne qui contiennent le moins de dark patterns, Globus et Zara, 4 dispositifs chacun. On retrouve un dark pattern de plus sur AliLikes, Bonprix et Manor. Passons au ventre mou. 6 dark patterns pour chacune des 6 plateformes suivantes: About You, Azos, Galaxus, H&M, Wish et Zalando. Allez, la queue de classement. 8 dark patterns vous attendent sur le site web de La Redoute, 9 sur Amazon et 12 sur AliExpress. Et pour finir, en dernière position et de loin, Shein, le géant de la fast fashion chinois. Là, c'est un feu d'artifice, pas moins de 18 dark patterns. Quand ça clignote de partout et qu'il y a des rabais de partout, ça peut toucher un autre endroit du cerveau. Il y a des fois, on a envie de faire une bonne affaire, et il y a des gens qui n'ont pas besoin d'un nouveau t-shirt, mais ils ont envie de faire une bonne affaire, ils ont envie de se faire plaisir. Et dans ce cas-là, ils vont aller sur un site, et le fait que ça clignote de partout et que ça soit très compliqué, et qu'il y ait plein de choses et que ça soit cool, ils se disent « Ah, j'ai eu un rabais, donc j'ai fait une bonne affaire », et ça leur génère de la dopamine, et ils sont contents.
Olivier Kennedy est à la tête d'une agence de communication. Les astuces pour augmenter les performances des sites web, il les connaît bien. Alors le but, quand les gens viennent vers une agence, en tout cas leur but, c'est de faire en sorte d'augmenter leurs ventes, d'augmenter on parle de taux de conversion, donc de faire en sorte que la dépense des gens soit plus importante et que plus des gens qui visitent le site mettent des choses au panier et les achètent. Et donc c'est la facilité d'utilisation qui fait cela. Est-ce que ça marche ? Quand on fait bien son travail, en termes d'interface utilisateur, on a jusqu'à 30% plus de ventes que quand on est sur quelque chose de base. Mais n'allez surtout pas lui dire qu'il utilise des dark patterns. Il faut absolument distinguer la différence entre dark pattern et design d'interface. Le dark pattern utilise le design d'interface avec le but de tromper. Le design d'interface n'a pas pour but de tromper, il a pour but de rendre la navigation plus agréable. Pour notre publicitaire, à part la tromperie caractérisée, en matière de design d'interface, tout ou presque est donc permis. Quand on vous dit « il ne reste plus que 3 de ce produit », on va créer une forme d'anxiété. On va faire en sorte, en anglais on appelle ça le FOMO, Fear of Missing, on va avoir l'anxiété de rater le produit que l'on veut. Et oui, on va augmenter les chances de vente. Statistiquement, j'ai trouvé une étude qui dit que c'est environ 7% de plus de ventes. Mais après, ça va dépendre du produit, de son prix et du milieu dans lequel on parle. Alors qu'on ne sait pas si réellement il n'en reste plus que 3 ou peut-être qu'il en reste 30 ou 300. Hein. Oui, maintenant, mentir à son client, c'est jamais une bonne idée. C'est jamais quelque chose qui se passe bien. Maintenant, il y a des subtilités. EasyJet, quand ils disent il n'en reste plus que 3, il ne reste plus que 3 places à ce prix-là, c'est vrai, mais peut-être que le prix d'après est juste 1,50 € plus cher. Mais ils n'ont pas menti. Du côté de la FRC et Publicaille, on a décidé d'interpeller les politiques. Avec un premier résultat, un postulat concernant les dark patterns a été accepté ce printemps par le Conseil national. Le Conseil fédéral dit vouloir lutter pour imposer quelque part des modes de consommation plus durables. L'industrie textile, c'est certainement un endroit où il faut commencer. Mais on voit que sur ces dark patterns, c'est un vide juridique total, il n'y a rien qui est fait. Et on ne peut pas penser que c'est un problème seulement individuel, en se disant mais finalement c'est le libre choix des gens. C'est pas vrai, c'est un problème de société, c'est un problème systémique. Et si on veut adresser ce problème-là, il faut établir des réglementations qui soient contraignantes, pas nécessairement pour interdire toutes les dark patterns, peut-être c'est irréaliste, mais en tout cas pour les contrôler et les limiter. L'enjeu est de taille. Aujourd'hui en Suisse, un vêtement sur 3 est acheté sur Internet. Dans l'intervalle, savoir reconnaître les dark patterns est primordial si l'on veut pouvoir surfer sur la toile sans être pris dans ses filets. Nous avons écrit aux marques citées dans ce reportage. Seuls Manor et Digitech Galaxus nous ont répondu de manière détaillée et tous deux contestent la définition des dark patterns retenue dans l'étude. Ils refusent que ce type d'outil leur soit associé. Digitech Galaxus répond ainsi « L'utilisation de dark patterns est diamétralement opposée aux valeurs de notre entreprise. Prétendre que nous utilisons des dark patterns est tout simplement faux et absurde. » Manor déclare pour sa part « Manor n'utilise pas de dark patterns dans ce sens et refuse de manipuler sa clientèle. » En tout cas, vous êtes informés, à vous de choisir.